cet événement FinTech organisé par Doc Finance. Donc ce soir, nous allons aborder notre première table ronde sur quels sont les métiers en FinTech. Donc ce soir, avec nous, il y aura Pierre Audierne, qui est Chief Human Resource Officer. Voilà. Et Aymeric Boel, cofondateur et président, mais je vais les laisser se présenter eux-mêmes plus en détail. Je commence. Oui, DRH donc de SmileNPay. SmileNPay, c'est une fintech créée en 2015 qui a pour but de révolutionner le monde des paiements en fait, par carte bancaire en France. Concrètement, on commercialise des terminaux de paiement à des professionnels plutôt axés sur la proximité, donc les magasins physiques. Voilà, et puis après, mon background, on va dire RH, c'est mon premier poste dans la fintech. J'y suis depuis maintenant 1 an et demi. Et auparavant, j'étais plutôt dans le milieu du medical device, pharma et start-up on va dire, en rejoignant, on va dire dans les premiers mois, la start-up PayFit, pour ceux qui connaissent, avec tout un développement, bien évidemment, sur l'Europe. Voilà. Bonsoir à tous, je m'appelle Aymeric. Comme tu l'as dit, effectivement, j'ai fondé Ondorse. Ondorse, c'est un logiciel qui est utilisé par des fintechs et par une équipe en particulier, même plusieurs équipes. C'est les équipes conformité, risque, contrôle interne et aussi lutte contre la fraude. Et je reviendrai un petit peu après dans le détail de ce que fait Ondorse. Sur mon parcours auparavant, j'étais avocat pendant 10 ans, justement sur les sujets réglementaires. Et c'est là où j'ai remarqué qu'il y avait probablement beaucoup de choses à faire d'un point de vue logiciel pour faciliter la conformité aux obligations réglementaires. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc pour cette première partie, on va commencer par la data, l'innovation, blockchain et leur impact sur le recrutement. Donc moi j'ai une première question pour toi Pierre. L'innovation RH est principalement axée sur le recrutement et pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que finalement, c'est important le recrutement. Bien recruter, c'est important autant pour l'employeur et surtout pour le RH. Et surtout, en tant que candidat, on voudrait aussi avoir les bonnes informations au bon moment et avoir aussi de véritables bonnes informations entre la marque employeur qui peut être, on va dire, assez aléatoire sur son impact. Donc c'est vrai qu'il y a énormément, en tout cas, de startups qui ont préféré jouer sur ça parce qu'il y a un intérêt énorme. C'est vrai qu'on voit très peu, en tout cas, de projets de start-up sur, je sais pas, la paye, on va dire tous les autres scopes, finalement, des ressources humaines. Donc c'est vrai que c'est assez important, en tout cas, de le souligner, qu'il y a énormément d'innovation. Et c'est plutôt assez satisfaisant, en tout cas, quand on est une entreprise et quand on souhaite, en tout cas, établir une nouvelle marque employeur ou la créer simplement, de pouvoir avoir une multitude d'outils. Soit sur la méthode, ou soit sur des outils en tout cas qui vont pouvoir accompagner l'équipe RH sur la constitution de sa véritable marque employeur. Parce que l'idée c'est vraiment, je pense qu'on va revenir après, mais l'idée c'est vraiment de lier un lien de confiance entre la personne qui va vouloir postuler et le recruteur. Ok, et quand on parle de data dans le recrutement, on parle de quoi exactement ? C'est vrai que c'est un peu la question, pas piège, mais un peu la question, on entend beaucoup parler de data. Je pense que vous aussi, vous entendez énormément parler de data. Parler de data dans le recrutement, on a peut-être tendance à se dire, tout de suite, on va peut-être parler un peu plus de marketing RH, qu'on entend parler bien souvent. Finalement, c'est comment on va pouvoir aussi avoir un recrutement efficace, déjà en termes financiers, parce que forcément, plus on va mettre du temps à recruter, plus ça va coûter, parce que il manque quelqu'un dans l'équipe dans l'équipe IT par exemple. Donc forcément, ça va être pallié par des heures supplémentaires. Enfin voilà, on va créer un manque et du coup, la roadmap va être un peu compliquée à tenir. Et de l'autre côté, on va avoir aussi, le financier va aussi nous demander clairement d'accélérer parce que ça commence à coûter. Donc c'est vrai que la data, elle peut être très importante quand on arrive à la maîtriser et quand on arrive à savoir aussi quelles métriques on va aussi pouvoir calculer. Et là, ça va être, je sais pas, le temps moyen, par exemple, d'un recrutement, le temps de diffusion aussi. Est-ce qu'on fait appel aussi à un cabinet de recrutement externe ou est-ce qu'on le fait en interne ? Finalement, ça va être des choix qui vont être faits. Donc, d'un côté, on va avoir la mise à disposition de plusieurs
data, ou en tout cas plusieurs métriques qui vont accompagner l'ARH ou un cabinet externe, et aussi la finance finalement. Et de l'autre côté, on va avoir aussi finalement, quand on a les data, ça va nous permettre aussi de faire des choix qui vont être beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides. Alors l'idée, c'est pas de faire de la précipitation, parce que c'est vrai que le recrutement, ça coûte cher, et surtout quand il est raté, ça coûte encore plus cher. Et surtout après, le candidat ou la candidate a une mauvaise expérience de la société, et je suis pas sûr que ce soit la personne qui va vous faire le plus de pub derrière. On revient un peu finalement à la marque employeur, mais du coup, la data va aussi accompagner le RH sur est-ce que j'ai fait les bons choix en termes de, je sais pas, de titre de poste, c'est tout bête, mais quand on diffuse une offre, bah, des fois, oui, j'ai déjà eu l'occasion de me dire, bon, on va peut-être revoir le titre parce que bizarrement, c'est pas les candidats qu'il y a dans le pipe, quoi. Et bizarrement, en mettant juste un mot de plus ou je sais pas, en transformant peut-être juste. Actuellement, c'est plutôt les titres de poste en français, ça donne pas envie, je trouve. En tout cas, je n'arrive pas. Bizarrement, on les transforme en anglais, là, il y a beaucoup plus de candidatures. La fiche de poste ne change pas, bien seule virgule, mais bizarrement, le titre amène plus de visibilité. Et du coup, on va pouvoir le mesurer en disant, bah, après 6 mois, enfin, peut-être pas 6 mois non plus, mais après peut-être 3 semaines de diffusion, si on se rend compte qu'il n'y a rien, c'est un signe d'alerte. Alors après, il y a des ATS. Donc les ATS, ce sont des logiciels qui permettent de gérer, en tout cas, le flux de candidatures quand on en est en ressources humaines. Et il y a énormément maintenant, alors pour ne pas citer Welcome to the Jungle, qui offre en tout cas un gros panel sur cette dimension-là, sur la dimension data, et qui arrive à faire parler les chiffres parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le RH déteste les chiffres. Le tableau Excel, c'est pas son fort non plus. Donc il préfère éviter ça, il préfère le donner à quelqu'un d'autre, et du coup ça passe mieux, on va dire. Ok, super. En quoi la blockchain peut révolutionner le monde du recrutement? C'est vrai que c'est un peu l'innovation, je pense, qui fait beaucoup parler dans le monde des ressources humaines. Déjà qu'on a à peine terminé la digitalisation. Je sais que là, je fais un peu en mode boomer, mais on a encore énormément d'entreprises qui ont du mal à digitaliser leur pratique RH. Donc parler de blockchain, c'est encore pire. Je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est que la blockchain. En tout cas, il y a un double effet. Et là, je voulais revenir sur le côté finalement confiance qu'on peut avoir dans le recrutement. Parce que finalement, quand on recrute, on fait confiance à une entreprise, en tout cas sur son projet. Et de l'autre côté, le recruteur ou l'employeur fait confiance aussi à la personne qui va rejoindre l'équipe en lui disant, ben voilà, tu as été recruté pour ce poste-là, on te fait confiance et on te donne tous les outils, en tout cas, te permettant de pouvoir faire ta mission. Et cette confiance-là, je pense en tout cas, et je suis convaincu qu'elle doit s'acquérir assez rapidement, c'est-à-dire dès qu'on postule. Donc d'un côté, on va avoir le candidat qui va vouloir avoir les bonnes informations sur l'entreprise, je sais pas, le chiffre d'affaires, est-ce que c'est viable, notamment dans les startups. J'ai énormément, moi, de candidates ou de candidats qui me demandent est-ce que la startup est rentable, la dernière levée de fonds, et surtout le montant de la levée de fonds. Parce que forcément, quand on dit qu'on a fait une levée de fonds de... Je donne un titre d'exemple, hein, bien évidemment, il n'y a pas de lien avec Smile and Pay. C'est sûr que quand on dit on a fait une levée de fonds à 1,5 million il y a 2 ans, bon, ça peut être compliqué quand même à la fin de l'année. Donc il y a énormément maintenant beaucoup de questions sur ça. Donc à mon sens, en tout cas, la blockchain va permettre en tout cas de sécuriser ces informations-là et de donner les bonnes informations pour éviter justement de se retrouver dans des trucs qu'on va entendre. Bon, il y a 2,5 millions d'un côté, puis en fait c'est 4, et puis après c'est 3, puis en fait c'était il y a 2 ans, puis en fait ça n'a peut-être limite jamais existé. Donc je pense que c'est important d'un côté de donner de la confiance à la personne qui va vouloir nous rejoindre, et puis inversement, en fait, et c'est un peu là où on entend peut-être beaucoup plus parler de ce spectre-là, c'est on va aussi avoir tendance en tant que recruteur à s'assurer que si la personne vient de chez, je sais pas, HEC, on va assurer que la personne a bien eu un diplôme de HEC et que c'est pas juste une phrase comme ça. Alors je sais qu'il y a certaines entreprises qui vont vérifier les diplômes, ça existe maintenant. Je sais qu'il y a une application plutôt UK qui le fait bien. C'est-à-dire que quand vous postulez via cette application-là, en fait, ça va envoyer des informations à l'ensemble des organisations, des diplômes, enfin, en tout cas des universités. Ils vont vous demander, en tout cas, enfin, les universités vont avoir la chance de devoir justifier ou en tout cas de répondre est-ce que vous avez véritablement eu ce diplôme. Donc je pense que ça apporte cette confiance-là. De l'autre côté, ça sécurise aussi ce qu'il y a sur le CV. Parce qu'entre j'ai accompagné un projet ou j'ai coordonné un projet ou est-ce que j'ai véritablement fait un projet,
Bon, c'est là où on se rend compte qu'il y a quand même une grosse différence, et forcément quand on arrive sur des sujets où on doit challenger, où on a un véritable poste finalement de manager, ça peut être compliqué quand même de vérifier les informations. Après, il y a des entreprises qui vont faire des tests. Moi, personnellement, chez Smart NP, on fait plutôt des tests au niveau de l'IT exclusivement, parce que finalement, c'est là où c'est plus facile finalement à détecter. Est-ce que la personne, quand elle nous dit qu'elle maîtrise tel ou tel techno, est-ce que c'est véritablement vrai? Après, à mon sens, ça amène aussi un parcours recrutement qui peut être un peu lourd, et je peux comprendre aussi les candidats ou les candidates qui finalement ne postulent absolument pas à des postes parce que c'est l'épreuve du combattant, il y a 10 épreuves, c'est l'impression que c'est koh versus... voilà. Et du coup, je ne suis pas sûr que ça donne aussi envie, quoi. Donc il y a un peu ce côté où ça permet peut-être d'accélérer aussi le process d'un côté, de sécuriser de l'autre, et on gagne du temps, et je pense que ça, c'est plutôt pas mal dans le recrutement. Merci beaucoup, Pierre. On va pouvoir passer du coup à la deuxième partie de cette conférence. On va aborder le sujet de la compliance et réglementation dans le contexte actuel. Donc, Aymeric, c'est à toi que je vais m'adresser maintenant. J'ai une première question. Ces 12 derniers mois, on a vu 6 décisions de la CPR. C'est quasiment un record. Et à ton avis, à quoi c'est dû? Ouais. Est-ce que tout le monde est familier avec la CPR et les sujets un peu de réglementation? C'est assez frappant, effectivement. Il y a un dynamisme assez fort de la CPR. Il y a les décisions qui sont publiques, mais il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas publiques. Et, il y a dans les faits beaucoup de sociétés qui, en ce moment, qu'elles soient établissements de paiement, monnaie électronique, établissements de crédit, sont en train d'être contrôlées. Pour moi, c'est dû à une chose, c'est une priorité politique depuis quelques années, que la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Aux États-Unis, ça existe depuis assez longtemps, depuis le 11 septembre 2001 finalement. Et petit à petit, cette culture de la compliance s'est importée en France, enfin en Europe, en Angleterre d'abord peut-être, et puis après en France. Le mouvement est très frappant, puisque aujourd'hui, le sujet de la conformité est directement pris en charge par la direction générale dans les établissements régulés. Donc c'est un sujet qui a pris énormément en importance. Pendant très longtemps, c'était la compliance, c'était un peu tick the box. On fait ce qu'on peut, ou on montre qu'on fait quelque chose. Et ça a totalement changé. Je ne sais pas s'il y a des juristes dans la salle, mais les dernières décisions de la CPR ont notamment gravé dans le marbre quelque chose qui est assez fondamental. C'est que beaucoup d'obligations en matière de compliance étaient des obligations de moyens, et maintenant elles sont passées à des obligations de résultats. Et donc ça veut dire que même si vous avez mis tous les moyens en œuvre pour essayer de détecter quelque chose, mais que vous ne l'avez pas détecté, ben ça ne suffit pas, ce n'est pas excusable, vous serez quand même pénalisé. Donc la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est une priorité politique, et en tant qu'établissement régulé, nous avons la responsabilité en fait de mener une mission de service public. Finalement, c'est rien d'autre que ça. On travaille, nous, beaucoup avec Conto, et dans les équipes chez Conto Conformité, ils s'appellent entre eux les bœufs-carottes. Il y a un peu de ça, effectivement. Le métier de déplacer des flux d'argent, c'est un métier qui est régulé. Il faut avoir une licence pour pouvoir exercer ce métier-là. Et ben, ça vient avec des obligations et des contreparties. Et la contrepartie, c'est de savoir qui sont les personnes qui sont derrière ces flux d'argent, qui envoie de l'argent à qui, selon quel scénario, etc. etc. Voilà. Donc ensuite, est-ce qu'avec les responsabilités grandissantes, le travail des équipes compliance a évolué? Le travail des équipes compliance a beaucoup évolué. Je ne connais pas très bien le sujet des RH qui s'est digitalisé. En tout cas, sur les équipes conformité, ça s'est énormément digitalisé. Première raison, c'est parce qu'effectivement, il y a cette obligation de moyens qui passe à une obligation de résultat. La deuxième raison aussi, c'est qu'avec l'activité du régulateur, bien, potentiellement, les personnes qui sont détentrices de l'actif le plus précieux d'un établissement régulé, c'est la compliance. Dès lors qu'un établissement régulé perd sa licence,
Il n'y a plus de banques, il n'y a plus d'établissements de paiement, il n'y a plus d'établissements de monnaie électronique. Et donc, c'est l'asset, la licence, c'est un asset qui coûte très cher, parce que c'est un dossier qui est assez long à construire auprès du régulateur. Et puis ensuite, c'est un asset qui est extrêmement précieux. Pour le garder, il faut montrer patte blanche vis-à-vis du régulateur, et celui-ci est de plus en plus demandant. Donc le métier, l'importance, on va dire, de la compliance a changé, et derrière, les responsabilités ont changé. Un premier point, comme je le disais tout à l'heure, le respect des obligations réglementaires est maintenant un sujet qui est pris au niveau de la direction de n'importe quel établissement de crédit. Ça, c'est très très important. La deuxième chose, c'est que les fonctions de contrôle interne et de risque vont auditer la qualité des dispositifs et leur efficacité. Ça change aussi important. C'est très très important. Et puis, il y a un troisième point, et qui est particulièrement, je trouve, intéressant pour les fintechs, et c'est aussi un peu une des raisons pour lesquelles moi j'ai fondé Ondors, c'est que lorsque j'étais avocat, je voyais des établissements de crédit avec donc des banques traditionnelles, on va dire, avec des énormes équipes en matière de conformité. Et je me suis dit, c'est quand même pas possible, une fintech ne pourra jamais mettre autant de moyens humains à essayer de résoudre des problèmes d'ordre réglementaire. Et je pense que là où la fintech apporte énormément à la compliance, c'est qu'elle trouve des solutions astucieuses pour faire le job de manière efficace. Et ça change énormément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, traditionnellement, dans les équipes conformité, vous aviez des personnes qui pouvaient traiter des dossiers avec beaucoup de tâches répétitives. Ça, ces tâches répétitives, elles disparaissent, elles sont remplacées par des logiciels, de manière à comme les nôtres d'ailleurs, de manière en fait, à se concentrer sur le travail qui nécessite le plus de jugement humain. La deuxième chose aussi, c'est que pour les personnes qui ont un profil pas forcément 100% technique, mais qui maîtrise les API, qui sait bidouiller plusieurs API et qui arrive en fait à trouver des moyens un peu astucieux en jouant avec un Zapier par exemple, et ben, en fait, ce profil-là que moi je vois de plus en plus, je vois le besoin pour ce genre de profil qui serait un peu de compliance ops, qui est de dire je comprends les enjeux réglementaires, mais j'arrive à trouver des solutions astucieuses pour essayer d'automatiser pas mal de travail. Ça, en fait, c'est des profils qui sont vachement recherchés et qui existent de plus en plus dans les fintechs. Les banques traditionnelles ne sont pas encore là parce qu'en plus, elles ont une legacy, elles ont des systèmes qui sont existants depuis longtemps, etc., etc. Mais dans les fintechs, vous avez beaucoup plus de latitude et vous allez trouver des gens qui sont beaucoup plus entrepreneuriaux dans les départements compliance pour trouver des manières un petit peu astucieuses de faire leur job. Ok, et moi j'en ai une autre question. Est-ce que les nouvelles technos ont participé à faire évoluer le métier? Il y a assurément les nouvelles technos. Il y a un premier point, c'est que si on essaie de parler de différentes vagues d'innovation, ces 10 dernières années, ça a été largement les fintechs. Et là aujourd'hui, moi ce que je perçois, c'est qu'il y a une énorme vague d'innovation sur la regtech. C'est-à-dire qu'on va dans le cran d'après. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fintech qui ont eu du mal parce qu'elles avaient fait un peu l'impasse sur les obligations réglementaires. On se souvient, à l'époque, il y avait Fidor Bank, il y avait N26, il y a eu dans certains pays, il y a eu Revolut. Et donc, ça ne fonctionnait pas. Et donc, ça fonctionne. C'est-à-dire que ces fintechs-là n'arrivaient pas à respecter leurs obligations réglementaires en créant en interne leurs propres outils. Donc, ce qu'on a vu, en fait, la vague de RegTech qui arrive derrière, c'est des entrepreneurs qui créent des outils pour les équipes compliance des fintechs. Et donc là, déjà, il y a énormément de choses qui changent, parce que traditionnellement, la seule solution d'essayer d'automatiser un maximum de choses, c'était de faire appel à des outils internes. Voilà. Maintenant, il y en a de plus en plus. Donc ça, c'est une très bonne chose, et ça vient, du coup, on va dire, augmenter la capacité et la productivité des équipes compliance. La deuxième chose, pour ceux qui travailleraient dans le B2B, c'est qu'il y a quand même un mouvement de fond avec l'arrivée de l'open source en matière de données sur les sociétés. Donc je rappelle juste la compliance pour ceux qui ne connaîtraient pas en détail, mais il y a 3 grands piliers.
il y a ce qu'on appelle la connaissance client, c'est le KYC, KYB. Il y a la surveillance des flux, ça c'est l'analyse des transactions faites par un client. Et puis après, il y a tous les systèmes de reporting et de déclaration aux autorités de réglementation. En fait, très concrètement, en plus des outils que j'ai mentionnés tout à l'heure, l'open source va venir faciliter le travail de la compliance parce que la donnée sur les sociétés va permettre de faciliter le travail de toute la connaissance client. Et ça a aussi un autre avantage, c'est que la conformité va avoir accès beaucoup plus facilement à de la donnée sur les sociétés et en même temps aussi, le client final va aussi pouvoir se servir de cette donnée-là pour avoir accès en fait, à des meilleures expériences d'onboarding. Et là, je fais référence à quelque chose d'assez simple. Conto, des grandes innovations que Conto a apportées au marché très tôt, ça a été de se dire que pour ouvrir un compte bancaire dans un établissement classique en B2B, il fallait compter 2 semaines. Chez Conto, lorsque vous vouliez ouvrir un compte en self-service, vous tapiez le nom de votre société, la société se trouve automatiquement dans une barre de recherche et l'ensemble des informations relatives à la société qui sont demandées, et ça vous l'avez aussi chez Smile & Pay, l'ensemble des informations va se remplir automatiquement. Donc en fait, on a ici un exemple très concret d'open source sur la donnée, sur les sociétés, qui va faciliter du coup le travail de l'utilisateur final qui va pouvoir s'onboarder en 3-4 clics sous réserve que les informations dans son registre sont à jour. Et derrière, la compliance va pouvoir les vérifier beaucoup plus facilement, et même gratuitement, que ces informations collectées sont bien exactes, à jour, etc. Et donc en fait, traditionnellement, nous on opère sur le secteur du KYB. Le KYB, c'était très souvent fournisseur de données, c'est ça que ça voulait dire. C'est les opérateurs qui fournissaient de la donnée pour faire du KYB. Et en fait, ce que l'open source permet de faire, c'est qu'il permet de déplacer la valeur qui est fournie par des acteurs comme nous à des acteurs comme vous, vers plutôt le process, l'automatisation des process. Donc ça, c'est un exemple très concret d'un apport, je pense, qui derrière bénéficie aux équipes conformité, parce que l'open source facilite l'accès à la donnée, et derrière, les entrepreneurs capitalisent sur cette donnée pour fabriquer des outils qui sont encore plus performants et qui vont chercher une valeur qui était nécessaire et demandée depuis assez longtemps. Voilà. Ce que je voudrais aussi rajouter sur l'apport des nouvelles technologies, c'est, pour peut-être te compléter, c'est que quand on a voulu en tout cas renforcer notre équipe compliance, on s'est rendu compte de ça, c'est-à-dire que le côté exécutant, si je peux me permettre, le côté où on va juste vérifier des pièces, il n'y a pas ce profil-là, enfin en tout cas chez nous il n'existe plus, bien qu'il reste encore très présent dans les banques traditionnelles, mais en fait on voit le basculement où on passe on va avoir beaucoup d'exécution, de lecture, de vérification à quelque chose où on va plutôt gérer des projets, on va plutôt, je sais pas, on va demander de réfléchir, mais caricaturalement c'est un peu ça quand même, on va quand même demander d'avoir une vision quand même beaucoup plus globale pour finalement, l'automatisation a permis aussi de réduire aussi les tâches qui n'avaient pas de plus-value, on va pas se mentir, hein. Ouais. C'est clairement, ça permet aussi d'accélérer l'onboarding d'un client, et plus vite un client est onboardé, plus vite ici il bénéficie des services, et du coup c'est quand même du business. Ouais. Donc c'est quand même aussi important finalement pour à la fois l'expérience client et aussi l'expérience en interne, c'est-à-dire au moins la personne, elle peut aussi un peu plus se projeter dans l'entreprise. C'est-à-dire que on passe de quelqu'un qui va vérifier des pièces je sais pas, pendant 7 heures par jour. C'est clair qu'en termes de fidélisation, il va falloir quand même être très créatif pour quand même le maintenir en poste pendant au minimum 1 an. Avec finalement cet apport de nouvelles technologies, on passe sur quelque chose où on va pouvoir lui confier des projets. Les projets peuvent être aussi plus ou moins longs, mais en tout cas, la personne peut arriver à mieux se projeter en tout cas dans l'entreprise et surtout à mieux se vendre quand il va falloir aussi parce qu'elle a envie de partir. Je pense qu'on n'est pas marié à vie à une entreprise, donc je pense que c'est aussi important de le souligner à ce niveau-là, et en tout cas on le ressent côté RH. Oui, bien sûr. Les fonctions évoluent énormément, la qualité du travail devient effectivement passionnante parce qu'en fait on va chercher des optimisations un petit peu partout, quoi. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure sur le métier de compliance ops qui émerge. C'est j'ai trouvé une idée, avec un Zapier, j'arrive à brancher 2 sources entre elles et j'arrive à automatiser une partie du boulot. Et je voulais aussi rajouter quelque chose, un point qui était assez important. Avec l'automatisation au sein des activités, on va dire, de conformité, on permet du coup une meilleure
meilleur respect des obligations réglementaires. Enfin, c'est-à-dire que lorsque c'est la machine qui fait tourner des scénarios quotidiennement, bah, c'est beaucoup plus fiable que si ce sont des humains, tout simplement. Et ensuite, par contre, dès qu'il y a un scénario d'alerte, là, on va les décortiquer, retrouver toutes les transactions, le lier à la connaissance client, etc., pour bien comprendre ce qui s'est passé. Donc ça, je pense que c'est plus efficace, au sens global, dans le cadre de la mission qui est déléguée, l'espèce de mission de service public dont je parlais. Je pense qu'en fait, en automatisant, on est beaucoup plus efficace. Mais aussi, il y a un deuxième intérêt qui, lui, est très business, c'est que dans des banques traditionnelles, où la compliance peut encore être faite à la main, en fait, ça a un coût pour l'entreprise qui va être... alors, il y a plein de chiffres qui tournent, hein, il y a 50, 100, 200, 300 euros. Et en fait, ce coût-là, il est fondamentalement incompatible avec certains business models de B2B FinTech. Vous souscrivez à une mutuelle ou à une assurance pour votre société, par exemple, mais qui va vous coûter pas grand-chose et sur lequel l'entreprise qui fournit le service va avoir une faible marge, elle ne peut pas se permettre d'avoir 50, 100 euros, 200 euros de ce qu'on appelle de coût d'acquisition client, ne serait-ce que sur la partie compliance. Et donc, en fait, je pense qu'il y a des alors là, j'élargis un peu le propos, mais il y a des business models de FinTech qui deviennent maintenant, on va dire, viables parce que la compliance devient plus efficace. Merci. On va pouvoir passer à la troisième partie de la conférence sur l'évolution des métiers IT avec l'avènement de nouvelles technologies. Donc moi, j'ai une première question pour vous. Voit-on émerger des métiers tendances dans l'IT pour les prochaines années ? Alors, on voit en tout cas des métiers qui ont, on va dire, qui existent depuis longtemps. Je parle des DevOps, où c'est un métier qui existe depuis je pense, une bonne dizaine d'années et qui revient un peu tendance en ce moment. Je pense que principalement, après, il y a deux autres sphères de l'IT. La partie un peu data, on ne va pas se mentir. On en parlait juste avant, en première partie, sur les besoins, en tout cas, en data pour la partie RH. Et je pense que ça ne concerne pas que les RH. Je pense que tout le monde a besoin de data pour l'analyser, faire des choix et surtout en termes de business. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup les data analystes sur le marché et beaucoup d'entreprises aussi qui souhaitent recruter pour avoir aussi, comment on pourrait, en tout cas, avoir une pleine maîtrise de leur data en interne. Je pense que ça, c'est important. Bien souvent, certains scopes l'ont naturellement, la partie sales ou marketing, et puis finalement, on se rend compte qu'il y a d'autres départements. Donc, je pense qu'au-delà du côté de DevOps, il y a le côté data analyst, data scientist aussi. Et puis le troisième, on est sur aussi tout ce qui touche à la cybersécurité. Hein. On voit qu'il y a j'ai regardé les chiffres avant de venir, on est quand même à plus de 13% d'augmentation de risques, en tout cas d'attaques cette année. Donc on sent qu'il y a un impact et surtout ça devient aussi des enjeux de sécurité et de business. Hein. On le voit assez régulièrement, plutôt des établissements publics qui sont hackés et qui sont immobilisés, ça a un coût cher. Donc il y a un impact là-dessus. Et puis on le voit avec toutes les réglementations qu'on va voir arriver, hein, RGPD pour ne pas le citer. Il y a un impact là-dessus. Donc c'est vrai que c'est un peu les trois, en tout cas, qui me semblent, en tout cas, moi, important de mettre le point dessus. Après, bien évidemment, le service, le scope IT est toujours en tension. Hein. Il n'y a pas que ces postes-là qui sont tendances, les autres aussi. Mais en tout cas, moi, j'ai regardé, ça me paraît quand même plutôt ces trois-là. Je sais pas si... Oui, de mon expérience, j'ai l'impression que les métiers de l'IT sont toujours en tension. Nous-mêmes, on cherche toujours à recruter et même sur des profils, on va dire, bien établis de développeurs full stack, on a beaucoup de mal effectivement à trouver des personnes. Donc, tout coup, j'ai l'impression que c'est un peu un lieu commun. Ça a toujours été ça. et je pense qu'il y a encore énormément de demandes d'entreprises pour le recrutement en matière d'IT. Hein. Ça, c'est Ok. clair. Du coup, la prochaine question, moi, je voulais parler de la pénurie des talents. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème ? C'est vrai que c'est plus particulièrement en IT, je pense, c'est très compliqué d'avoir des personnes.
Alors en tant que RH, ce qu'on a mis en place nous, chez Smile Pay, c'est tout bête, on n'a pas inventé la roue, hein, on a plutôt développé l'alternance. C'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde très rapidement, enfin en tout cas on l'entend énormément, mais je trouve en tout cas que c'est un point d'entrée pour pouvoir fidéliser la personne, c'est-à-dire l'accueillir, lui proposer aussi un projet qui soit aussi en lien avec son diplôme préparé et surtout le rythme que ça va aussi avoir. Je me suis rendu compte en fait que dans les métiers de l'IT, finalement le rythme d'alternance était beaucoup plus important, en tout cas quand on est dans une entreprise, que d'autres métiers. Donc pour moi, la première chose, c'est vraiment d'être dans une fidélisation, enfin, de pouvoir le fidéliser via l'alternance, parce que généralement la personne va rester, en tout cas si elle se sent bien. Le deuxième point, mais ça revient un peu finalement au changement qu'on a pu constater dans la partie compliance, où il faut aussi arriver à projeter en fait la personne qui va travailler dans le scope IT, en essayant en tout cas de lui montrer, ou en tout cas de le faire réfléchir sur une roadmap générale. Alors, on parle plutôt de roadmap IT, donc on va avec des sprints, enfin je la fais très courte, mais le dev va pouvoir se projeter assez rapidement sur cette technicité-là. Puis finalement, derrière, il y a finalement qu'est-ce que son job va faire, en tout cas en termes de business, en termes d'apport sur d'autres scopes. Et je pense que c'est là où il y a énormément de difficultés, enfin en tout cas les RH, ou plus globalement en tout cas les startups, ont du mal en tout cas à arriver à faire projeter un dev à ce niveau-là. Alors on va nous expliquer clairement ce que c'est que les enjeux qu'on va avoir en 2024, que ce soit business et tout ça, et finalement à faire le lien entre la partie technique et la partie hors technique, si je peux me permettre de le dire ainsi, c'est encore assez balbutiant. Enfin, en tout cas, on a encore des difficultés. Et moi-même, côté Smile Pay, c'est un enjeu important. On y travaille et c'est assez compliqué des fois d'arriver à faire comprendre finalement, à traduire finalement le côté l'apport. On sait qu'il y a un apport, hein, c'est évident. Sinon, il n'y aurait pas une roadmap, ou en tout cas, il n'y aurait pas tel ou tel sujet dans la roadmap. Mais finalement, parfois, c'est assez compliqué d'arriver à le faire traduire, en tout cas sur quelque chose de plus business. Et finalement, la troisième chose, en tout cas, qui pourrait aussi permettre d'atténuer cette pénurie des talents, finalement, ça va être aussi de projeter un peu le dev en mode projet, avec une certaine transversalité. Finalement, un dev, c'est pas quelqu'un qui va exécuter, qui va faire des sprints de, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, et qui va après faire le résultat et ajuster si nécessaire au prochain sprint. C'est quelqu'un qui va en tout cas arriver, enfin en tout cas, moi en tant que DRH, mon objectif c'est vraiment le projeter aussi sur des projets avec l'équipe produit, avec l'équipe marketing, avec l'équipe sales, pour vraiment diluer un peu cette notion d'IT, cette technique qu'on pourrait on va dire être un peu frileux quand qu'on n'est pas forcément appétent sur la matière, mais de faire comprendre aussi, c'est que dans le mot fintech, il y a tech aussi, c'est tout bête, mais on parle peut-être un peu plus de finance, moins de tech, ou alors on se dit qu'il y a plein de pénuries, mais finalement, est-ce qu'on y travaille réellement sur le sujet ? Je ne suis pas sûr. Donc, ouais, ce serait un peu mon troisième point. Je ne sais pas si toi, en tant que CEO, tu as aussi... Ouais, non, je rebondis sur un point avec lequel j'étais totalement d'accord dans ce que tu exprimais, c'est que c'est très important de partager la vision produit, la vision même globale de la boîte, ce qu'elle essaie d'accomplir. Et je pense que ça doit être un dialogue qui doit être assez ouvert, typiquement dans une période d'entretien. Si naturellement l'information ne vient pas, on va dire, du côté employeur, moi ça me paraît tout à fait légitime et j'entends de plus en plus ces questions-là, qui est de dire un peu quelle est votre vision, comment vous vous projetez, et en fait, alors, j'aime pas ce mot-là, mais c'est un peu l'idée du rapport de force qui est vraiment équilibré entre candidats employeurs pour essayer de vraiment avoir une compréhension commune de l'objectif de la société, son business model, enfin de manière très concrète, son business model, ses plans de financement, etc. Et après, moi, du côté employeur, je trouve ça extrêmement rassurant des gens qui s'intéressent à ce sujet-là. Parce que c'est quelqu'un, ça veut dire que vous avez en face de vous quelqu'un qui souhaite s'approprier un peu une vision. Et donc c'est très positif que de poser des questions qui peuvent sembler pas forcément naturelles sur quel est votre runway ou quels sont vos plans de financement. Et pourtant, je pense que ça peut être... je ne vois que des bonnes raisons qu'elles soient bien reçues, ce genre de questions.
J'ai une dernière question pour vous. Dans le recrutement IT, on parle d'enjeux IT ou d'enjeux RH? Euh, je pense que, alors, on parle peut-être beaucoup plus maintenant d'enjeux IT. On devrait peut-être parler un peu plus de enjeux RH, et c'est pas pour promouvoir en tout cas ma fonction, loin de là. Euh, Ça revient un peu finalement à une fidélisation, c'est que le recrutement IT, c'est déjà compliqué d'avoir quelqu'un. Et surtout, le deuxième enjeu, ça va être de le fidéliser et de le maintenir. Et là, c'est pour le coup, c'est un enjeu RH, à mon sens, c'est toute cette notion d'innovation. On voit que ça bouge énormément. Quand on est face à des pénuries déjà de postes sur des postes, enfin sur des jobs qui sont déjà assez courants, je prends le dev full stack, parce que pour le coup aussi on a des pénuries et c'est très compliqué. En fait, on va pouvoir aussi projeter les compétences des personnes aussi dans le long terme. Donc pour moi, il y a un enjeu, c'est que le RH, en tout cas le professionnel RH, en tout cas doit avoir une pleine maîtrise aussi de son scope IT. Alors je sais que c'est assez compliqué, parce que c'est finalement très technique dès le début, mais avec cette connaissance-là, va pouvoir aussi projeter l'apport de nouvelles connaissances, l'apport de nouvelles compétences aussi. Je prends typiquement l'IA actuellement, c'est un enjeu, en tout cas c'est un enjeu chez nous où oui, on va devoir se former et assez rapidement les devs parce que c'est important pour nous et c'est important qu'ils aient aussi ces connaissances-là pour pouvoir aussi après arriver encore à créer, à pouvoir aussi se développer et finalement rester aussi, hein, on va pas se mentir. Donc pour moi, il y a ce premier enjeu-là. Le deuxième, c'est aussi ça rejoint un peu finalement à cette fidélisation, c'est que pour moi, un RH n'arrive pas dans les entretiens annuels ou les entretiens en tout cas qu'on pourrait avoir des one-to-one, ou en tout cas de créer des rituels permettant en tout cas à l'IT ou en tout cas au dev de pouvoir en tout cas se projeter aussi beaucoup plus rapidement. Et c'est là où je trouve que c'est là où il y a un petit enjeu, c'est qu'on a tendance un peu à être assez communautaire, c'est-à-dire que ça va être des managers IT qui vont faire des entretiens IT, donc on va parler technique, mais je pense que c'est dans d'autres scopes aussi, hein, on va pas se mentir. Je pense que la place du RH devrait être un peu plus centrale à ce niveau-là pour justement promouvoir un peu le côté compétence, fidélisation, pour arriver à maintenir hein, vraiment les enjeux qu'on a actuellement. Hein, quand on arrive à recruter, je dis pas qu'il faut le garder, mais c'est vraiment ça, quoi. Un dernier mot pour la fin, Emric? Non. Je suis totalement d'accord. Très bien, donc on a fini les trois grands thèmes. Il nous reste actuellement 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions à poser? Allez. Oui, bonjour à vous et merci de votre intervention. J'avais deux questions. Ma première question concerne quelles sont les principales différences entre une fintech et une start-up? Allô, allô? C'est bon. J'aimerais savoir les principales différences entre une fintech et une start-up. En deuxième question, j'aimerais savoir, d'après vous, quels sont les besoins en offre de services des banques d'investissement ou des asset managers en termes de besoins à combler chez eux. Donc, c'est ça. Ah oui, d'accord. Fintech et startup, c'est deux notions qui se regroupent quand même assez largement. La différence principale, c'est que les fintech exercent dans un domaine qui est régulé, touchent de près ou de loin à des mouvements d'argent et mettent de la technologie au service de cet objet-là qui est d'exercer le métier de bouger de l'argent d'un endroit à un autre. Là où il existe beaucoup de startups qui n'ont pas d'application au domaine de la finance, quoi. Voilà. On a souvent tendance à recouper startup et fintech pour la simple et bonne raison que dans l'univers des startups, il y a énormément de fintech et il y en a beaucoup qui ont eu un essor tout particulier dans la proportion, j'ai pas les chiffres exacts, mais la proportion de startups qui sont des fintech est très grande. Et la deuxième raison aussi, c'est que ma perception, c'est que les fintechs sont largement connus de tous, parce que beaucoup
sont maintenant dans nos téléphones en tant qu'utilisateurs et consommateurs, quoi. Donc on a souvent la tendance à assimiler start-up et fintech, parce qu'en fait, très concrètement, c'est beaucoup des fintech qu'on voit comme des nouveaux acteurs innovants qu'on voit dans nos téléphones. On a tous les services de paiement, Lydia, Conto, etc. etc. Voilà. Et après, sur votre question plus particulière qui était sur le métier de l'asset management, j'étais pas sûr de... En fait, ce que je voulais dire, je me place dans la position de quelqu'un qui veut créer une fintech. Oui. C'est-à-dire, quels sont d'après vous les besoins en offre de services par rapport aux banques dont ont besoin les banques d'investissement ou les asset managers? C'est ça ma question. C'est une bonne question. C'est quelle est la prochaine bonne idée de business à lancer, c'est ça? C'est ce que j'allais dire. Faut que tu nous donnes maintenant. T'as une idée ou pas? Là, non, là, comme ça, non. Moi, j'en avais une, du coup, je l'ai faite. J'en ai pas deuxième, là. Non, là, comme ça, je vois un sujet qui est assez en vogue. Parce que j'essaie quand même de vous donner une réponse qui soit assez concrète et précise. Il y a un sujet qui est toujours assez painful chez les établissements régulés, sur lequel on voit un petit peu d'innovation qui commence à émerger. C'est les reportings trimestriels aux régulateurs. C'est souvent fait encore, il n'y a pas encore beaucoup d'acteurs qui sont sur ce segment-là, et donc asset managers, private equity, etc., ils sont tous régulés par l'AMF, ils ont des reportings à faire, et je crois que ça se fait encore de manière assez traditionnelle, assez artisanale et manuelle, quoi. Donc moi, j'irai regarder dans cette zone-là. Mais prenez pas mon mot pour argent comptant, on s'en reparlera. Pour compléter, pour rester toujours sur une thématique d'actualité, je ne sais pas si vous avez vu les banques européennes, les banques centrales qui veulent passer à de la monnaie, physique à de la monnaie virtuelle. Je voulais savoir si pour vous, est-ce que c'est opportunité ou menace à moyen ou long terme pour les fintechs? C'est une bonne question. Je pense qu'il y aura des opportunités pour certaines fintechs, mais je suis pas sûr que fondamentalement ça change grand chose au commerce mondial, sur lequel il y a encore énormément d'activités à construire. J'ai encore du mal à voir les applications concrètes business là-dessus. Il y a certainement des opportunités, mais je ne les vois pas encore. Désolé pour cette réponse qui n'est pas très précise, mais je m'intéresse au sujet, mais je n'arrive pas à voir qu'est-ce qu'il faudrait faire ou qu'est-ce qu'il y a des choses intéressantes à construire par-dessus ça. Du coup, merci pour votre brillante présentation. Et moi, j'ai été un tout petit peu en retard. Je ne sais pas si cela a été abordé. Moi, ma question serait de savoir comment les fintechs se positionnent face à l'essor de l'IA, notamment ChatGPT. Est-ce que, dans les fintechs, les employés, ou déjà, comment est-ce que les fintechs se positionnent par rapport à la question et comment elles traitent cette nouvelle donnée, cette nouvelle information? C'est un peu le sujet qui est à la fois tendance et un peu crispant, c'est que quand on va parler un peu de ChatGPT, on va se dire ça va remplacer quelque chose. Et surtout, en RH, ça va remplacer quelqu'un. Donc c'est vrai qu'on a toujours ce biais-là qui est à la fois intéressant d'exploiter comme assez destructeur, parce que quand on va vouloir éventuellement évoquer ce sujet-là, je l'utilise par exemple moi pour mes fiches de poste. Je ne l'utilise pas comme argent comptant, c'est-à-dire je ne vais pas après le diffuser, je vais plutôt m'en servir comme base de réflexion derrière. Donc il y a, je pense, ce changement en tout cas de vue qu'il va falloir avoir, c'est-à-dire habituer les personnes à utiliser l'IA, pas dans un but en tout cas de les remplacer, mais de faire évoluer leur job. Je prends l'exemple d'un exemple tout bête en tout cas, mais assez parlant, d'un cariste. Il y a encore quelques années, on lui demandait plutôt une force physique pour aborder son job. Maintenant, alors je ne dis pas que c'est avec l'arrivée de l'IA, mais en tout cas, je transpose en tout cas le même principe, c'est-à-dire que le métier de cariste existe toujours maintenant,
l'apport de nouvelles technologies, en fait, lui a permis, en tout cas, de moins se servir de sa force physique, mais plus de sa force, on va dire, intellectuelle, pour, en tout cas, faire le même métier. Donc je pense que c'est plutôt cette vision-là qu'il va falloir qu'on ait assez rapidement, parce que sinon ça va encore se retrouver où on va dire on veut licencier, du coup on va mettre un chat GPT en place. Donc je pense que c'est vraiment cette vision-là pour aider en tout cas la productivité, parce que clairement on est là aussi, c'est-à-dire que quand on embauche quelqu'un, on veut aussi avoir cette forme de productivité, et qu'à un moment donné, il va falloir aussi faire peut-être avec moins, mais de voir aussi autrement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, plus ou moins. Et dans la fonction que je connais un petit peu, celle de la conformité, nous, on voit des applications très concrètes à l'IA. Par exemple, les équipes conformité en charge de l'onboarding, de l'entrée en relation, parfois visitent les sites internet des clients qui sont en train d'onboarder pour vérifier que l'activité déclarée sur le site internet correspond bien à l'activité qui est déclarée dans un registre officiel. Bon, bah ça, typiquement, le fait d'aller sur un site pour essayer d'en comprendre quelle est l'activité de la société en face de nous, ça c'est quelque chose qui peut être fait avec un prompt très facilement dans ChatGPT, quoi. Donc en fait, je pense qu'au global, il y a beaucoup d'applications dans les fintech. Moi, je vois juste qu'en fait, en compliance, où il y a certaines tâches qui sont effectuées encore de manière manuelle, là, il y a une énorme marge de progression. Et nous, justement, on est en train de l'intégrer dans nos solutions. Je vous remercie pour cette intervention. Juste une question orientée ESG. J'aimerais savoir actuellement comment les fintech adressent ces enjeux ESG dans la compliance. Oui, alors, enfin, je ne sais pas. Les fintech, je ne sais pas comment est-ce qu'elles adressent le sujet ESG. Je ne sais pas si elles sont assujetties aux obligations ESG. Peut-être, je ne sais pas. Il me semble qu'il y a peut-être des questions de seuil, et que c'est simplement les grandes entreprises qui sont assujetties. Exactement, ouais. Il y a des seuils. Alors de mémoire, on est plutôt sur du chiffre d'affaires, plusieurs milliards. Ça va très vite, mais finalement, on va dire l'écosystème startup n'est pas forcément très concerné directement. Alors après, pour travailler sur le sujet de l'ESG actuellement, pas plus tard qu'il y a juste avant de venir, c'est aussi, il y a des demandes des actionnaires aussi. C'est-à-dire que naturellement, on va pas pouvoir, enfin, on va devoir en tout cas travailler sur ça. Par contre, l'actionnariat va nous obliger à travailler dessus, et c'est un peu le cas actuellement chez moi. C'est que je vais devoir en tout cas bosser dessus, et en effet, il y a cette notion de compliance qui est de plus en plus présente. On va dire que le virage est passé vraiment sur quelque chose de très économique, très RH, on va dire, sur un peu la diversité inclusion pour pas caricaturer, mais un peu quand même, à maintenant sur cette de compliance où on va nous demander, on va dire, le travail du contrôle interne, par exemple. Ça, c'est des choses que je ne voyais pas du tout, moi, il y a encore quelques années, où là, on va vraiment nous demander, en fait, est-ce qu'il y a du contrôle interne, comment c'est fait. Et ça rentre dans l'ESG ? En tout cas, ça rentre dans le ESG de mon actionnariat. Mais après, ça, je ne sais pas si ça fait partie de ça. Mais en tout cas, ça a cette dimension-là, en tout cas, pour toute la partie risque. Parce que finalement, quand on parle de ESG, on parle de risque. Et le risque, il peut être autant physique que financier. Et voilà. Donc, je le répète, ça ne veut pas forcément dire que c'est pas parce que nous, on le fait chez Smile & Pay que c'est généralisé. Mais en tout cas, ce sont des données que j'ai à transmettre. Et pour vous apporter un éclairage un peu complémentaire, non pas sur les fintech, mais sur les établissements bancaires au général, en fait, je vois que l'obligation de ESG est de plus en plus prise en charge opérationnellement par les équipes compliance. Et traditionnellement, l'équipe compliance vérifie que la personne qui est en train de s'onboarder n'est pas un fraudeur, n'est pas sur des listes de sanctions, PEP, adverse média, etc. Et maintenant aussi vérifie qu'elle est compliant au regard de l'ESG. Donc pour moi, ma conclusion là-dessus, c'est qu'en fait, ça vient complexifier le travail de l'équipe compliance en multipliant, en ajoutant une nouvelle source de données ou des nouvelles contraintes à intégrer dans des workflows de vérification. Et ça, on le voit dès maintenant, sans pour autant que les équipes soient forcément staffées. Donc l'obligation est là, et je pense que les solutions vont commencer à émerger petit à petit. Intéressant.
Bonsoir, merci. Jalil Meïn, je suis business analyst et je travaille beaucoup avec la maîtrise d'ouvrage et la compliance chez un très grand groupe bancaire. J'aurais une question finalement RH, mais j'aimerais bien entendre ton avis par rapport à ça en tant que CEO à Amérique. Mais la question, c'est en début de carrière, j'ai une impression, après j'ai quand même pas mal discuté avec des gens qui font du recrutement de divers horizons, on va dire. On a l'impression, bien que le marché de l'emploi en France dans l'IT soit nettement en tension tout le temps, on en parle souvent, mais en début de carrière, on peine à décrocher un entretien que dès qu'on démarre, en termes de bankabilité, de désirabilité, des fois, on reçoit des dizaines de sollicitations sur divers réseaux. Comment vous pouvez expliquer ça? Je ne sais pas si j'ai compris la question. Parce que vous parlez de désirabilité, c'est le côté où vous êtes à la fois très sollicité sur des réseaux sociaux, puis finalement, quand vous êtes sur des recrutements, c'est pas forcément... En d'autres termes, la première expérience, elle est difficile à trouver, que dès qu'on démarre, tout le monde te veut, quoi. Oui, en fait, le paradoxe, c'est que quand j'ai mon CTO qui vient me voir et qui me demande quelqu'un, la personne doit être opérationnelle. Alors il y a ces fameux entretiens où on essaie d'expliquer que le mouton à 5 pattes, ça n'existe pas. Et que oui, dans l'idéal, j'aimerais bien aussi moi lui apporter quelqu'un qui a 10 ans d'XP avec un salaire d'un junior. Ça, j'adorerais. C'est juste que ça n'existe pas. Donc il y a, je pense, cette forme-là où, mais je pense que c'est dans plusieurs postes aussi. Dès qu'on commence à acquérir 1 an ou 2 d'expérience, on est très prisé sur. Je pense que ça se voit sur les réseaux sociaux, ou en tout cas le nombre de messages qu'on a. Alors, comment l'expliquer? Je ne peux pas vraiment l'expliquer. En tout cas, il y a quand même une notion de vouloir quelqu'un d'opérationnel très vite, parce que finalement, dans un projet de start-up ou d'une fintech, le temps pour comprendre le projet il est très réduit finalement, parce qu'on a besoin de quelqu'un de pouvoir travailler assez rapidement sur le projet, sans devoir passer par la case de « attends, on va prendre du temps pour t'expliquer ». Je caricature, mais un tout petit peu vite fait quand même. Donc je pense qu'il y a cette notion d'être très vite opérationnel, raison pour laquelle le fait de promouvoir l'alternance, en tout cas, permet finalement d'arriver à se dire, voilà, certes je suis LTG 2 ans ou 3 ans d'alternance, mais j'ai quand même participé à des projets et j'arrive en tout cas mieux à me valoriser. C'est finalement la seule réponse que je peux vous apporter. Et mon avis sur la question, c'est qu'effectivement, dans les startups, comme le rythme va assez vite, globalement, la recherche des profils est plutôt des profils expérimentés qui peuvent très rapidement commencer à contribuer et sauter dans le train pendant qu'il est en route et hop, et on avance. Parce que former des gens, ça prend du temps, et bien les former, ça prend du temps. Et donc c'est vrai que souvent, je ne sais pas si la start-up est véritablement l'endroit où avoir sa première expérience. Je sais pas. En tout cas, je sais pas si c'est le meilleur endroit pour apprendre. Néanmoins, il y a quand même, pour moi, deux façons pour des personnes qui chercheraient à rejoindre en premier emploi une start-up. Alors il y a l'alternance, mais il peut y avoir le stage. Et l'absence d'expérience peut totalement être, à mon sens, contrebalancée par curiosité et entrepreneuriat. On peut savoir ne pas faire les choses, mais on peut bien identifier des problèmes, ensuite essayer de mettre des bonnes solutions sur ces problèmes et essayer de les exécuter. Et pour moi, cette curiosité, pour essayer de comprendre où sont les problèmes, pour après derrière les résoudre, et cette volonté d'aller chercher l'information, etc., ça, c'est probablement ce qui remplacerait totalement une absence d'expérience, quoi. Donc, et puis je pense qu'il y a aussi, peut-être pour terminer, de la maturité aussi du projet et surtout de la start-up. C'est vrai que
t'as une startup qui a peut-être même pas un an de création, c'est clair que des postes de dev junior, ça va pas se faire parce qu'ils veulent absolument de l'apport de connaissances très rapide et quelqu'un qui va avoir 5 ans d'expérience va pouvoir en tout cas finalement assez rapidement rentrer dans le projet. Par contre, une startup qui a déjà 5-6 ans, là je pense qu'elles peuvent se permettre en tout cas de prendre du temps pour prendre des juniors et parce que l'organisation IT a déjà été faite et qu'il y a déjà quelqu'un qui peut en tout cas accueillir la personne qui a un moins d'XP pour finalement avoir ce côté couteau suisse, je me débrouille facilement, je suis au suisse autonome. Donc il y a peut-être aussi la maturité du projet aussi à vérifier avant, parce que c'est clair qu'on ne va pas se mentir, hein, quelqu'un qui vient de sortir d'école et qui arrive dans un projet early, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure expérience de sa vie. Je précise que la question c'était RH de façon générale, pas que les startups. Et une question pour Aymeric. Je t'ai entendu dire que la conformité et le contrôle interne auditent l'efficacité. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, un exemple de la mesure de cette efficacité au sein de Endorse? Comment mesurer l'efficacité d'une équipe conformité? Ouais. Il y a plein d'indicateurs qu'on peut aller chercher. Il y en a un qui a beaucoup d'importance pour nos clients. C'est ce qu'on appelle le time to decision, entre le moment où le client commence son onboarding et le moment où son compte est véritablement ouvert. Combien de temps il se passe? Et c'est là où, traditionnellement, dans les banques classiques, ça peut être plusieurs jours, parfois une semaine, etc. Et c'est là où toutes les fintechs viennent apporter de l'innovation pour faire en sorte que ce temps soit 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Il y a un deuxième élément aussi qui permet de mettre un chiffre sur, on va dire, l'efficacité opérationnelle. C'est combien d'onboarding mensuel et combien de personnes dans l'équipe compliance. Et donc, quel ratio, en fait, il y a entre combien faut-il de personnes pour onboarder X business ou X clients. Voilà. Ça, c'est et l'évolution de ce ratio-là est aussi vachement suivie. Ouais. D'où ma deuxième question. La personne qui mesure ça, c'est la dernière. Oui. La personne qui mesure ces KPI, ouais. Il y a un poste particulier pour ou... Ouais, non, pas forcément. Dans certaines sociétés, c'est l'équipe produit. Dans certaines autres sociétés, c'est directement, on va dire, le management de la conformité. Et dans d'autres solutions, ça peut être directement dans l'outil où vous pouvez générer des rapports pour voir un peu comment ces KPI évoluent au fur et à mesure du temps. Intéressant, merci. Très bien. Merci beaucoup pour toutes vos questions et merci à toi, Pierre et Aymeric, pour votre participation. Merci. Il y aura la prochaine conférence à 19h30 sur qu'est-ce que la blockchain. Voilà. Bye.